et le syndrome d'Asperger. Donc ce sont des autismes, ceux-là qui sont peut-être moins visibles aux yeux de la société, mais qui sont tout aussi handicapants pour les personnes qui le vivent et pour lesquelles malheureusement on ne met pas en place encore les adaptations qu'il faudrait. Donc l'autisme, pour être considéré comme personne autiste, il faut disposer de plusieurs critères. C'est ce que l'on appelle la triade autistique. Donc ces critères-là, ce sont la communication. Donc la communication va être compliquée. Donc soit on va avoir des enfants qui vont être non-verbaux, et puis s'il y en a qui sont verbaux, ils vont quand même avoir des soucis dans leur communication, qu'elle soit gestuelle ou verbale. Ensuite, ça va être au niveau des comportements. Donc on va avoir des comportements qui vont être répétitifs avec des intérêts restreints, ce qu'on appelle les stéréotypies pour ceux qui savent, mais j'y reviendrai un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et le dernier, ce sont les interactions sociales. Donc dans les interactions sociales, souvent on dit qu'elles sont limitées, mais ce n'est pas vraiment ça le souci en fait. C'est que la personne autiste est un petit peu gauche, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément comprendre ce que l'on attend d'elle au moment où on va lui poser une question précise, et ça va créer des difficultés de communication et du coup d'interaction sociale. Voilà, pour l'autisme. Donc là, on va rester un long moment sur cette diapo. Je vais avoir beaucoup de choses à vous dire concernant les premiers signes. Donc sur cette photo, Dorian a 12 mois. Donc à 12 mois, tout se passait très bien. Il avait un développement tout à fait normal, il marchait, il commençait à parler, il était souriant, joueur, il mangeait de tout, il n'avait aucune difficulté particulière. À l'âge de 18 mois, là, on a eu un réel sentiment de régression. Il a totalement cessé de parler. Il a commencé à avoir des gestes répétitifs, il faisait du flapping, il se balançait. Son regard fuyait, il avait une démarche qui était un petit peu plus bizarre. Voilà. Tout ceci nous a quand même bien inquiétés. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, surtout qu'en plus, à cette époque-là, il allait à la halte garderie et que les gens nous avaient alertés en nous disant il ne joue pas tellement avec les autres. Et puis, il a tendance à jouer avec ses jouets de manière pas très adaptée. Donc tout ça nous faisait nous poser beaucoup de questions. Et ces questions-là, bien évidemment, nous les partageons avec notre médecin généraliste, la première personne de confiance qui accompagne la famille et qui est censée nous aider à un moment donné quand ça ne va pas. Donc on l'a alerté plusieurs fois, je lui ai fait part de ce que je trouvais bizarre chez mon fils, et puis il a été très rassurant. Pendant un an, ça a duré un an. Entre 18 mois et 2 ans et demi, j'ai eu de cesse d'aller le voir tous les mois, tous les 2 mois, pour lui dire il y a quelque chose qui ne va pas, il mange moins bien, il ne joue pas, il a le regard dans le vide. Puis il me disait non, c'est pas très grave, chaque enfant va à son rythme, en plus c'est un petit garçon, les petits garçons sont souvent un peu plus lents que les filles, ne vous en faites pas, ça va aller. Jusqu'au jour où, dans son cabinet, mon fils a effectué une stéréotypie, c'est-à-dire que sur une boîte aux lettres et sur une porte, il y avait des clés et il s'amusait à aller toucher l'une et l'autre en permanence, et il a fait ça pendant toute la durée du rendez-vous. Donc là, forcément, il s'est dit effectivement, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Et donc il m'a proposé de m'envoyer vers un centre en vue d'un dépistage. Mais il ne m'a absolument pas parlé d'autisme, ni de troubles, ni quoi que ce soit. Donc dans ce centre, dans un premier temps, on m'a dit que Dorian était différent des autres enfants, qu'il allait évoluer à son rythme et qu'on allait essayer de mettre des choses en place pour l'aider. Donc ces choses-là, ça a été de la pataugeoire et de la psychomotricité. Et puis à 3 ans, il a eu toute une batterie d'examens successifs. Donc vue, audition, il a passé un EEG, il a fait des examens génétiques, il a vu plusieurs pédiatres. Voilà. Et puis au fil du temps, quand j'allais dans ce centre, à chaque fois on me disait les enfants comme Dorian, les enfants comme Dorian. Et puis nous, en tant que parents, je pense que n'importe quel parent fait ça quand son enfant est malade et qu'il présente des symptômes. On va directement sur Internet, on tape les symptômes, et puis on a une petite idée déjà de ce qui ne va pas. Donc nous aussi, comme tout parent, on l'a fait, et puis c'est le terme autisme qui revenait tout le temps. Ça collait tout à fait bien.
Et puis j'ai fini par dire à la psychiatre qui suivait mon fils, en fait mon fils est autiste. Et elle me dit, oui, effectivement ça relève des troubles envahissants du développement. Donc il a fallu que ce soit nous, parents, qui fassions la démarche de poser le mot à l'âge de 3 ans déjà, alors que dès 18 mois il avait les premiers signes d'autisme. Donc je lui ai demandé d'effectuer un diagnostic, parce que je voulais un réel diagnostic pour savoir quel était son degré d'autisme, quelles étaient peut-être les évolutions possibles. Et donc elle m'a dirigée vers le Centre Ressources Autisme des Pays de Loire. Donc j'ai pris contact avec le Centre Ressources, et là on m'a annoncé 2 ans et demi de liste d'attente pour avoir un diagnostic. Donc oui, c'est long, c'est très très long, surtout quand on ne sait pas exactement ce qu'il en est, quand on ne connaît pas l'autisme, c'est vraiment très très long et c'est insoutenable en tant que parent de se dire il va falloir attendre 2 ans et demi. Donc on a commencé par attendre parce que pour nous il n'y avait que ce centre-là qui pouvait faire ce diagnostic. Et puis je rappelais sans arrêt le centre ressources en demandant où en était mon dossier, est-ce que j'allais bientôt avoir un rendez-vous, quelque part peut-être essayer de faire accélérer un petit peu les choses à ma manière en les harcelant, mais ça n'a pas fonctionné, puisqu'à chaque fois on me disait que non, on me recontacterait quand il le faudrait. Donc j'ai commencé à prendre mon téléphone, appeler un peu partout, les centres ressources autisme voisins, dans les départements voisins. Et puis là, on m'a répondu que comme je n'étais pas de la région, forcément, on ne pouvait pas me prendre. Et puis j'ai terminé ma recherche avec l'hôpital Robert Debré à Paris. Et là, on me proposait un diagnostic en 6 mois. Donc Dorian a passé 3 semaines à Robert Debré à Paris. Et pendant ces 3 semaines, il a fait toute une série d'examens, il a passé tous les tests qu'il fallait. Donc bien évidemment, comme j'ai fait le choix de ne pas attendre les 2 ans et demi proposés, ce diagnostic a été à ma charge. Donc absolument pas la partie médicale, hôpital, etc. Mais tout ce qui était indemnité kilométrique, logement pendant 3 semaines, c'est quand même très long. Donc je vous laisse imaginer financièrement ce que ça peut représenter. Mais on ne pouvait pas attendre encore autant. Et puis au bout d'1 an, parce qu'une fois qu'on a fait tous ces examens-là, il faut encore attendre 1 an pour avoir une restitution de dossier, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au bout d'1 an, on a eu un diagnostic. Donc on a reçu chez nous une très grosse enveloppe, avec beaucoup de papiers à l'intérieur, avec tous les tests qu'il avait pu passer. Et puis à la fin de ce diagnostic, il y avait 2 chiffres. F84 et F70. Voilà. Notre diagnostic était fait, c'était ça. Et donc encore une fois, il a fallu que je fasse la démarche d'aller voir sur internet à quoi correspondaient ces 2 chiffres de la CIM-10. Et il s'agissait d'autisme typique avec retard mental. Voilà. Donc entre le moment où j'ai constaté les premiers signes chez mon fils à l'âge de 18 mois et le moment du diagnostic posé, il s'est passé 4 ans et demi. Et encore, j'ai presque envie de dire que je suis chanceuse parce que j'ai fait la démarche d'aller ailleurs, parce que j'ai fait la démarche de trouver autre chose. Mais il y a certaines familles pour qui les diagnostics sont encore plus longs à être posés. Ici, vous pouvez voir une photo du carnet de santé de Dorian. Alors, je peux concevoir que les médecins généralistes ne soient pas suffisamment formés à l'autisme pour pouvoir effectuer une détection et pour pouvoir aiguiller les familles. Ça, je peux l'entendre. En même temps, quand on est médecin généraliste, on ne peut pas forcément être spécialisé dans des domaines. Ça se conçoit. Mais par contre, ce que je trouve un petit peu insupportable, c'est le fait d'avoir ce carnet de santé rempli de telle façon. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, je pense non, on ne voit pas très bien. En fait, je vais vous faire une description, c'est-à-dire que là, à l'âge de 24 mois, votre généraliste est censé pouvoir identifier certains comportements de votre enfant. Donc là, il était prévu de savoir si oui ou non il comprenait une consigne simple, si oui ou non il pouvait nommer au moins une image, superposer des objets ou associer 2 mots. Donc je pense que mon généraliste ce jour-là avait très envie de terminer sa journée, qu'il en avait un peu marre.
Il ne s'est même pas embêté à cocher les cases oui ou non. Il a fait des traits partout dans oui. Voilà, c'était réglé. Or, à 24 mois, je peux vous garantir qu'il était incapable de faire tout ça. Ici, vous avez 3 photos. Donc, sur la première, c'est la photo de l'EEG de Dorian. Pourquoi j'ai fait le choix de vous en parler? Parce que vous allez comprendre aussi qu'une fois qu'on a un diagnostic, le parcours du combattant n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore des choses un petit peu compliquées à gérer. Là, en l'occurrence, pour l'EEG, c'est le deuxième rendez-vous, celui-ci. C'est-à-dire qu'on a eu un premier rendez-vous pour lequel on a eu une petite fiche sur laquelle il était inscrit que notre fils devait subir une privation de sommeil la veille, parce qu'il devait être en possibilité de dormir pour passer cet examen. Donc, ce que nous avons fait. Et puis, nous sommes arrivés là-bas, bien évidemment, je pense qu'au bout d'un moment, quand un petit garçon de 3 ans voit des spécialistes en permanence en blouse blanche, il commence un petit peu à saturer, d'autant plus quand il est autiste. Donc, bien évidemment, il n'avait pas tellement envie de se laisser faire. Et puis, malheureusement, encore une fois, une équipe, je pense, peu formée, peu sensibilisée à l'autisme, eh bien, on m'a répondu que, de toute façon, puisqu'il n'avait pas envie, il fallait reprendre un rendez-vous dans un mois pour revenir. Voilà. Et qu'il allait falloir le préparer à cet examen. Sauf que nous, personne ne nous a expliqué, je ne savais même pas à l'époque en quoi consistait un EEG. J'en avais jamais vu. Donc comment préparer mon fils à un examen que je ne connaissais moi-même pas. Donc du coup, vu qu'on avait un petit peu compris comment ça allait se passer avec cet échec, évidemment on a préparé Dorian pour la fois d'après. Et je l'ai bercé pendant 45 minutes dans les bras pour qu'il finisse enfin à s'endormir et qu'on puisse passer cette EEG, qui servait d'ailleurs à l'époque à détecter s'il faisait de l'épilepsie. Sur l'image du milieu, c'est Dorian un petit peu plus âgé. Et là, cette photo, je vous l'ai mise, tout à l'heure, je vous parlais de la stéréotypie. Donc, une des stéréotypies flagrantes chez Dorian, c'est le flapping. Le flapping, c'est le fait de bouger les bras comme ça. On le voit sur la photo, ses bras sont flous. Tout son corps va bien, mais ses bras sont flous. Et puis sur la troisième photo, vous pouvez voir Dorian avec des lunettes. Là aussi, c'est compliqué. En fait, ces petites choses que les parents peuvent faire avec leurs enfants, n'importe quel enfant typique peut être amené un jour à porter des lunettes, n'importe lequel peut être amené à avoir une piqûre, etc. Chez nous, ça prend des proportions un petit peu plus exceptionnelles, mais qui sont aussi toujours un petit peu liées avec le manque de formation des professionnels que l'on rencontre. Là, en l'occurrence, Dorian porte des lunettes à l'âge de 3 ans. Il a eu un premier examen de la vue, pour lequel il a été confirmé qu'il avait besoin d'une correction. Donc il a porté des lunettes pendant 1 an. Ce premier examen s'est plutôt pas trop mal passé. On a pu avoir une ophtalmo qui l'a pris, je pense, de la bonne manière. Ça a été, l'examen s'est plutôt pas mal déroulé. Voilà, pas une crise, ça s'est fait, même si c'était un petit peu plus compliqué qu'avec d'autres enfants. Et puis au bout d'1 an, il a fallu aller la revoir pour réévaluer sa vue. Et alors là, catastrophe, grosse crise, absolument impossible de le faire entrer dans le cabinet. Et puis l'ophtalmo a la délicatesse de me dire, la prochaine fois, soit vous mettez votre enfant sous médicament, soit vous ne venez pas. Donc je lui ai répondu que je ne reviendrai plus. Voilà. Donc j'ai fait le choix de chercher un autre ophtalmo, et puis je me suis dirigée vers l'hôpital de Laval. Et là, on est vraiment tombé sur quelqu'un de bien, qui a pris énormément de temps pour rassurer Dorian, faire en sorte qu'il puisse passer son examen dans de bonnes conditions. Et à l'issue de cet examen, il s'avérait que Dorian n'avait aucun besoin de correction. Il a porté des lunettes pendant 1 an pour rien. Alors, le diagnostic, en théorie et en pratique. Donc en théorie, normalement, ça se passe dans les centres ressources autisme, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont saturés de partout, dans toutes les régions, on est à peu près dans le même contexte. Donc en pratique, on peut le faire soit dans le centre ressources autisme, ou alors au CMP, CAMS, dans les hôpitaux, ou encore en libéral.
En théorie, le diagnostic doit être posé avant l'âge de 3 ans, et si possible dès 18 mois. En pratique, là, c'est 3 ans si on a de la chance. Voilà. Il faut vraiment que ce soit un autisme très sévère, avec vraiment des caractéristiques très marquées pour réussir à avoir un diagnostic à 3 ans et tomber sur un centre ressources de diagnostic qui n'a pas liste d'attente. Voilà. Sinon, en moyenne, c'est plutôt 6 ans aujourd'hui en France. Et quand on parle du syndrome d'Asperger et des autistes de haut niveau, ben alors là, on peut monter jusqu'à 10, 13, 15 ans, puis même l'âge adulte. Qui sont un petit peu plus invisibles. Et puis, ce diagnostic doit être posé avec des outils adaptés. Donc, les outils qui sont recommandés par la Haute Autorité de Santé. Sauf qu'en pratique, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on va poser des diagnostics sans trop avoir passé les évaluations qui correspondent au diagnostic. Et finalement, on se retrouve encore aujourd'hui à avoir des diagnostics erronés, des diagnostics de psychose infantile, des diagnostics de dysharmonie évolutive, voilà, des choses comme ça qui sont très en lien avec la psychanalyse, mais qui n'ont rien à voir avec un handicap neurodéveloppemental. Une fois qu'on a un diagnostic, et puis même avant, alors je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, mais je me suis formée quand même bien avant d'avoir le diagnostic, parce que si j'avais attendu, ça aurait été très compliqué pour nous et pour mon fils. Il faut mettre un accompagnement spécifique en place. Donc qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé nous préconise aujourd'hui, depuis mars 2012? C'est un accompagnement éducatif et comportemental, sauf que sur le terrain, on nous propose des choses qui sont très loin de ça. Nous, en l'occurrence, ça a été la pataugeoire. Pour d'autres parents, ça a été du poney, des ateliers contes, des ateliers cuisine, des choses comme ça. Donc on n'est pas sur une rééducation du développement, là, concrètement. Et c'est là où ça pose problème. Et puis, il faut une évaluation tous les ans. Sauf que quand on a déjà la chance d'avoir eu un diagnostic, il ne faut pas s'attendre à avoir une évaluation tous les ans. Non. Une scolarité en milieu ordinaire. On en parlera beaucoup tout à l'heure. C'est encore très compliqué, l'accès à l'école. Certaines institutions y sont un petit peu opposées, et puis l'école n'a pas encore les bons outils pour y arriver. Et puis, ce que préconise aussi la Haute Autorité de Santé, c'est que le parent soit au cœur de la prise en charge, vraiment. Qu'il soit au cœur des accompagnements, qu'il puisse décider du type de soins qu'il veut pour son enfant. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, le retard français, pour pouvoir le situer un petit peu, je vais vous donner quelques exemples. Donc en gros, quand on parle de retard français, c'est sur tous les plans. On est mauvais partout. Il n'y a pas un domaine où on est bon. Le seul, potentiellement, ça serait le domaine de la recherche. Mais en termes d'accompagnement et de prise en charge, on est mauvais partout. Donc que ce soit le dépistage, le diagnostic, l'accompagnement, la scolarité, l'insertion sociale et professionnelle, rien ne va correctement. Donc en France, tout à l'heure, je vous disais que le diagnostic est plutôt à l'âge de 6 ans aujourd'hui, en moyenne. Aux États-Unis, c'est 2 ans, parfois 18 mois. L'accompagnement comportemental, qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé, si on n'a pas la chance de l'avoir dans les institutions qui sont dans notre département, on doit faire appel à des professionnels libéraux. Et ces professionnels libéraux coûtent très cher, c'est en moyenne 2 000 € par mois, qui sont non remboursés, alors qu'au Canada, quasiment toute la prise en charge est assurée. La scolarité en France, c'est seulement 20% des enfants autistes qui vont à l'école. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure parce que sur ces 20%, c'est pas 20% d'enfants qui vont à l'école du matin au soir toute la semaine. Non, on est très loin de ça aussi. En Italie et en Suède, 100% des enfants vont à l'école. Le principe de l'Italie est un petit peu particulier parce que l'Italie a fait le choix, la politique italienne a fait le choix de retirer tout l'argent des structures médico-sociales et de mettre tout l'argent dans la scolarité. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à avoir des écoles où il n'y a pas un enseignant, mais 2 enseignants par classe, avec souvent un enseignant spécialisé en plus. Et ils ont vraiment des effectifs d'élèves qui sont beaucoup plus bas.
Donc dans des conditions pareilles, on peut dire que tout est réuni pour que l'inclusion puisse se faire au mieux. Et puis pour ce qui est de l'inclusion professionnelle en France, on est aussi là très en retard. Quand on voit qu'il y a en France des personnes autistes de profil Asperger, autrement dit des gens vraiment à haut potentiel, je pense notamment à Joseph Chovanec pour ceux qui le connaissent. Joseph Chovanec, lui, il s'est fait recaler plusieurs fois à des entretiens d'embauche. Quand on connaît son parcours, on se demande comment c'est possible. On se demande comment un tel génie peut ne pas être embauché dans une entreprise. Aux États-Unis, je peux vous garantir que le genre de profil de Joseph sont recherchés. On les embauche dans de très grandes entreprises au niveau de la Silicon Valley notamment. Donc on a encore du chemin à faire aussi vis-à-vis de ça. Alors, quand on a tout compris, parce qu'on a passé 5 ans à tout chercher à comprendre, eh bien on s'aperçoit de tout ce qu'il existe, de tout ce que l'on peut mettre en place, de tout ce qui peut fonctionner pour nos enfants. Et puis on constate aussi que malheureusement dans notre pays c'est un petit peu compliqué et qu'on ne va pas forcément avoir accès à tout ça. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le constat du néant, c'est-à-dire que déjà on ne sait pas si les prises en charge que l'on veut pour notre enfant, on pourrait en bénéficier. Et puis il y a aussi tout le néant au niveau des acronymes que peuvent citer les professionnels. On ne comprend rien, ils nous parlent en une langue complètement étrangère. Et puis quand vous vous agacez un petit peu aussi auprès de ces professionnels en disant je ne comprends pas, pourquoi vous ne mettez pas ça en place, on finit par vous dire que peut-être vous aussi vous devriez voir quelqu'un pour vous aider. Voilà. Donc ça a de quoi agacer davantage. Donc devant ce constat du néant, on a 2 options. Soit s'en aller. Ça a été le cas pour beaucoup de familles. Beaucoup de familles se sont exilées au Canada ou en Belgique, ou même aux États-Unis. Soit on reste. Mais si on reste, c'est pas pour rien faire. Quitte à rester, déjà s'occuper correctement de son enfant, et puis essayer d'aider au mieux les autres également. C'est pour ça qu'en 2012, nous avons créé l'association Coxy Bleu. En fait, cette association est issue d'une rencontre de 3 mamans d'enfants autistes, dont je fais partie. Et puis, à force de se rencontrer, d'échanger sur nos parcours, sur nos difficultés, sur nos galères, sur tout ce qui marchait bien aussi, parce qu'on a mis en place plein de choses avec nos enfants à la maison qui marchaient bien, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse offrir ça aux autres familles, qu'on puisse leur permettre d'avoir accès à tout ça. Et surtout, notre but, c'était de leur permettre de gagner du temps. Parce que quand on a un enfant autiste, on n'a pas de temps à perdre. Pourquoi ? Parce que comme c'est un handicap cognitif, il faut agir précocement. Il faut que précocement on puisse mettre en place des méthodes qui vont l'aider à devenir un jour autonome. Parce que c'est bien ça l'enjeu. Donc voilà, notre association a cette vocation de faire gagner du temps aux familles en leur permettant de savoir ce qui est possible, de savoir tout un tas de choses, comment monter un dossier MDPH, parce qu'on en reparlera tout à l'heure aussi, mais c'est un petit peu compliqué, tout ce qui est administratif, et puis tous les accompagnements qui peuvent être proposés. Et c'était surtout pour nous, cette association, le moyen d'avoir enfin les professionnels que l'on voulait. C'est-à-dire que nous recherchions des professionnels qui appliquaient les méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé, à savoir les méthodes éducatives et comportementales. Et on ne trouvait pas cette solution-là à l'époque. On ne trouvait pas ces professionnels. Donc soit ils étaient extrêmement bien cachés et nous n'y avions pas accès, soit il n'y en avait tout simplement pas. Donc depuis 2012, maintenant, nous travaillons avec 2 personnes au sein de notre association. Une psychologue qui a une formation TCC, donc comportementaliste, qui est formée à l'autisme, qui elle accompagne nos enfants dans une démarche de bilan, faire des bilans cognitifs pour savoir où ils en sont d'un point de vue développemental. Elle fait aussi tout ce qui est guidance parentale pour aider les familles à domicile. Et puis l'autre personne qui nous accompagne, c'est une ergothérapeute spécialisée dans les troubles sensoriels et les adaptations scolaires. Voilà, je pourrais vous parler encore très longtemps de l'association, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc si vous avez d'autres questions au sujet de l'association, n'hésitez pas à me recontacter par la suite.
autiste, c'est beaucoup de sacrifices. On passe notre temps avec notre enfant à la maison, parce que souvent on a arrêté de travailler. Et du coup, il va vraiment y avoir des choses qui vont être vécues comme des sacrifices, non seulement par l'entourage qui nous est proche, mais aussi pour notre enfant, des choses qu'on va être obligé de sacrifier dans l'intérêt de notre enfant. Donc on voit chaque sortie comme un obstacle, tout devient très très compliqué. On en parlera tout à l'heure, mais quand il y a des crises, il faut savoir les gérer. Et notamment les supermarchés, c'est quelque chose de très très compliqué. Et puis, il y a aussi l'isolement vis-à-vis de la famille. Dans certains cas, on va avoir des parents qui vont se retrouver isolés de leur famille proche par méconnaissance. Et c'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup sur cette conférence sur la sensibilisation et la formation. Si les gens ne savent pas ce que c'est que l'autisme, forcément, ils vont rejeter. Et c'est vraiment ce que l'on peut rencontrer dans certaines familles. On a des grands-parents avec qui la famille va couper les ponts, pour plusieurs raisons. Soit parce que la famille ne comprend pas, ou parce que malheureusement elle va avoir des mots ou des réflexions qui vont être très très blessantes à l'égard du parent sans même s'en rendre compte, et qui va ainsi culpabiliser énormément le parent, alors qu'il a déjà suffisamment à faire. Et puis, tout va être vraiment différent dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire des choix qui vont être complètement différents de la vie qu'on pouvait mener avant. Par exemple, on ne va plus aller manger au restaurant, on va aller manger au McDo. Donc, quand on a des enfants typiques, c'est souvent le cas. Hein. Mais quand on a des enfants autistes, il n'y a que ça. C'est le seul endroit accessible. Sinon, un restaurant typique, c'est pas la peine d'y penser. Et puis, évidemment, quand on est un couple aussi, comment on fait ? On sort séparément, si on veut avoir encore une vie sociale. Parce que comme je disais tout à l'heure, avec une famille qui parfois peut être compliquée, souvent cette famille refuse catégoriquement de garder notre enfant, sous prétexte que c'est trop compliqué, qu'ils n'ont pas envie d'en prendre la responsabilité. Donc on se retrouve souvent très isolé aussi. Donc souvent, quand on est parent d'enfants autistes, on est obligé d'arrêter de travailler. Et comme en France, la personne dans le couple qui a le salaire le moins élevé, bien évidemment, c'est la femme. Donc c'est souvent les mamans qui s'arrêtent de travailler. Mais on ne s'arrête pas totalement de travailler. C'est-à-dire qu'officiellement, aux yeux de la société, nous n'avons plus aucun statut professionnel. Mais par contre, on a des journées extrêmement bien remplies. On passe des heures en formation. On devient chauffeur de taxi, éducatrice, infirmière, enseignante, coiffeuse également, parce que c'est même pas la peine de penser à aller chez un coiffeur. On cherche sans arrêt des nouvelles activités, aussi pour notre enfant, pour l'aider au quotidien. Puis on passe aussi un temps fou aussi sur notre ordinateur, puisque les réponses que l'on est censé avoir auprès des professionnels, malheureusement aujourd'hui on les trouve encore que sur Internet. Et puis, tout à l'heure je parlais de la famille, mais il y a aussi les amis. Là aussi c'est compliqué. Là aussi c'est difficile parce que déjà quand on discute avec nos amis aujourd'hui, il y a une certaine distance qui se met naturellement parce que nos problématiques de parents sont totalement différentes des leurs. Je m'explique. J'ai une amie qui me téléphone et qui me dit « Oh là là, je suis fatiguée, il n'a pas dormi de la nuit, il est malade, il a la crève. » Moi, ça fait 15 jours qu'il n'a pas dormi. Voilà. C'est des exemples comme ça qui font qu'il va y avoir incontestablement une cassure. On ne sera plus tellement sur la même longueur d'onde, on n'aura plus tellement les mêmes priorités, on n'aura plus tellement les mêmes soucis, on va finalement s'éloigner parce qu'on ne partagera plus tout à fait les mêmes choses. Et puis il y a des amis aussi qui ne comprennent pas, tout simplement, il y en a qui ne comprennent pas et qui peuvent avoir des remarques qui vont être extrêmement désobligeantes, même très dures. Pour vous citer une anecdote, donc j'avais une amie, parce qu'aujourd'hui ce n'en est plus une, qui m'a gentiment dit « Pourquoi tu ne fais pas un autre enfant ? Parce que ça doit vachement être dur pour ton mari d'avoir qu'un seul enfant et qu'il soit handicapé. » Voilà. Et ça, c'est